J'ai 31 ans, je suis navigatrice et je viens de faire le Vendée Globe, donc le tour du monde à la voile et en solitaire, sur mon bateau de 18 mètres, en 87 jours. J'ai grandi en région parisienne, donc je suis pas issue d'une famille de marins, même si on a toujours beaucoup aimé regarder les bateaux dans les ports. J'avais la chance de pouvoir aller au bord de l'eau en vacances chez mes grands-parents. Et c'est plus quand j'étais étudiante que j'ai découvert la voile via la voile étudiante, où il y a pas mal de ponts entre le monde amateur et le monde pro. J'ai eu d'autres expériences de transatlantique, de courses en solitaire sur des bateaux un peu plus gros, jusqu'au jour où on m'a proposé, effectivement, fin 2018, le team Banque Populaire m'a proposé de préparer cette aventure du Vendée Globe. C'est un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale, donc on peut pas s'arrêter, et sans assistance. Personne peut venir nous aider. Des Sables d'Olonne en Vendée, au Sables d'Olonne en Vendée à l'arrivée. Quand on part sur son premier Vendée Globe, dire qu'on y va pour terminer, c'est pas hypocrite, c'est pas un faux objectif. C'est vraiment quelque chose pour lequel on se bat tous les jours quand on est sur l'eau. Parce que l'abandon, il est jamais très loin, la casse technique et le problème est jamais très très loin. On a tous des bateaux qui font 18 mètres, des monocoques, donc une seule coque. Il manque de l'électronique et tout est fait pour aller vite. Voilà, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de lit. Par contre, on a une grosse table à cartes avec plein d'électronique. Ça, tout ce qui est outils électroniques, il y a tout ce qu'il faut, on lésine pas là-dessus. Et en même temps, ce sont des bateaux qui sont conçus pour faire le tour du monde, pour affronter des zones quand même assez hargneuses, enfin des zones dangereuses du globe. En plus, on est à des endroits où personne ne peut venir nous chercher, enfin où il faut une semaine pour venir nous chercher. Et ensuite, il y a tout ce qui vient autour de ça. Il y a quand même le côté compétition. Moi, j'adore avoir une machine entre les mains, donc mon bateau, et me dire comment je peux aller plus vite, étudier la météo pour choisir la bonne trajectoire. Enfin voilà, c'est tous ces aspects-là. Et donc de me dire que je vais jouer avec les systèmes météo à l'échelle du globe et à l'échelle de la planète, bah, ça me fascine. Un bateau, il peut être aussi bien préparé qu'on veut. Au bout de 1 ou 2 mois en mer, bah, il faut imaginer chaque pièce qui bouge avec des contraintes énormes. Ça finit forcément par s'user, il vieillit le bateau. Et donc j'ai eu des pièces mécaniques cassées qui m'empêchaient de régler mes voiles correctement. J'ai eu aussi un moment une arrivée d'eau dans mon bateau qui a été un peu surprenante parce qu'elle a failli mettre en péril toute mon installation électrique. Tout ce qui est météo, communication avec l'équipe, pilote automatique, tout ça repose que là-dessus. Qu'est-ce que j'ai pu emporter avec moi ? Des vêtements. On n'en prend pas beaucoup, mais on peut se changer à peu près 1 fois par semaine, ce qui est déjà pas mal. De la nourriture pour 3 mois. Puis après, j'avais des choses, un peu des loisirs, parce qu'on a quand même besoin parfois de penser à autre chose. Donc j'avais une liseuse avec pas mal de bouquins à lire. J'avais une tablette avec des films et pas mal de musique, petites peluches. Enfin voilà. Après, on part avec des petits mots de sa famille, mais on fait très attention au poids. Enfin voilà. En fait, il se passe plein de choses et on est hyper occupés. Les gens ont souvent du mal à l'imaginer, mais en fait, non, on est tout le temps dans l'action. Mais quand même, on essaye de s'organiser pour se créer des repères, parce qu'on n'a pas de repères dans ces endroits-là. Et donc, on essaye vaguement de faire 3 repas par jour, un petit-déj, un déjeuner, un dîner. Toutes les 12 heures, donc le matin à 7h TU, nous on réfléchit tout le temps en heure universelle, parce qu'en plus on fait le tour du monde, donc il faut un peu s'adapter avec le décalage horaire. Tous les matins à 7h TU, tous les soirs à 19h TU, donc heure universelle. J'avais des fichiers météo très importants qui sortaient, donc souvent après ces moments-là, il y avait une bonne heure ou parfois plus de réflexion sur la météo, sur la stratégie, et on dort en fonction des moments par tranche d'une demi-heure jusqu'à 2 heures dans les conditions qui sont plus sympathiques. En bateau, moi, ce que j'aime bien, c'est que je rigole toute seule, je me marre pour rien. Enfin, tout est un peu absurde tous les matins. Tu ramasses les poissons volants morts séchés sur ton bateau. Enfin, t'as des activités qui te paraissent complètement normales, qui sont complètement insolites par rapport à ce qu'on vit dans notre quotidien, et ça te paraît normal d'être allongé par terre pour manger parce qu'en fait tu ne tiens pas assis tellement ça bouge et tellement c'est violent, ou de t'y reprendre à 3 fois avant de réussir à verser ton eau bouillante dans ton plat à réchauffer parce qu'en fait ça bouge, et du coup tout est compliqué. On nous prévient toujours, tu vas voir, c'est dur une arrivée de Vendée Globe parce que t'as vécu un truc complètement incroyable, et donc l'atterrissage peut être un peu abrupt. Moi, je me demandais si j'allais être dégoûtée de la voile en fait après le Vendée Globe, parce que c'est tellement dur, on passe tellement par toutes les émotions que c'est pas impossible de se dire plus jamais ça, mon Dieu, quelle horreur. C'est vrai qu'au bout de 3 semaines, je me suis dit mince, j'aime beaucoup trop ça, je vais avoir envie d'y retourner. Mais quand même beaucoup de joie d'avoir eu la chance de vivre un truc comme ça, et aussi beaucoup de joie de retrouver le confort terrien et les gens que j'aime et mes proches et mon équipe.
Après, je suis bien consciente aussi que c'est relativement nouveau d'avoir des femmes sur l'eau. Donc c'est chouette de pouvoir être un exemple parmi d'autres, être une illustration que c'est possible et peut-être donner envie à plus de jeunes filles d'oser faire des choses dans des milieux un peu plus masculins ou de croire en leurs rêves. Donc ça me plaît. Mais c'est pas une fierté supplémentaire le fait d'être la première femme. Je comprends bien que ça soit un sujet dans notre société actuelle, mais c'est pas ça qui me fait vibrer. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'avoir fait le tour de la planète à la voile en solitaire.